Zulué, Zulué, moi Zulué, Wadine Mamis, tu m'ouvres les cieux. Ma dignité n'a pas de prix. Beaucoup ont parlé, mais cet homme a agi. Moi, Zulu dis à Banza a dit, ne demandez pas la permission au voleur pour récupérer ce qu'il a volé. On l'a vu digne et fier au musée du Quai Branly. On l'a vu, c'est un endroit comme ces rois d'autrefois. Moi Zulué, moi Zulué, moi Zulué. Tu m'ouvres les yeux. Pendant toutes ces années, combien est-ce que nos œuvres d'art et nos objets ont apporté des millions et des milliards aux musées parisiens, français, belges, anglais, allemands, américains. Donc ces œuvres-là ont été pillées sous la colonisation pendant que des femmes, des enfants étaient massacrés, tués, des hommes, des adolescents violés, torturés, jetés dans les océans, jetés dans les mers. Pendant toute cette période ô combien inhumaine et dramatique que notre peuple a traversé juste après la colonisation et l'esclavage. Donc aisément aujourd'hui, nous nous sommes décidés de récupérer ce qui nous appartient. Moi Zulu dit à Banza a dit, ne demandez pas la permission au voleur pour récupérer ce qu'il a volé. On l'a vu digne et fier au musée du Quai Branly. On l'a vu, c'est un endroit comme ces rois d'autrefois. Moi Zulué, Zulué, oh, moi Zulué. Wadine Mamis, tu m'ouvres les yeux. Moi Zulué, Zulué, moi Zulué. Wadine Mamis, tu m'ouvres les yeux. Très chers compatriotes, recevez mes salutations fraternelles et patriotiques. Au nom de toutes les nations de l'Afrique Guinée, je vous salue. En ce net moment, j'espère que de partout où vous êtes, vous vous portez à merveille avec le vôtre. Mes chers amis, 2 ans se sont écoulés, jour pour jour. 2 ans aujourd'hui depuis que nous avons lancé notre vidéo contre la vaccination, contre le protocole vaccinal qui était déjà en prélude et prévu avant même que on en arrive aujourd'hui à une concrétisation de ces projets. Vous vous en souviendrez, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle aujourd'hui j'ai remis la même tenue que j'ai mis lors de cette première vidéo. Souvenez-vous, il y avait un panneau de signalisation et ces panneaux de signalisation indiquaient justement l'interdiction ou exprimaient l'interdiction du COVAX et de tout le mécanisme qui en soi visait à ramener les vaccins chez nous en Afrique et dans notre mère patrie l'Afrique, dans tous les pays de l'Afrique. Vous vous en souviendrez, il y avait ces panneaux de signalisation mais aussi une piqûre pour exprimer le refus catégorique de notre peuple, le refus catégorique de la jeunesse africaine et du peuple africain averti, digne et conscient des enjeux de notre monde. Ainsi, cette vidéo, beaucoup d'entre vous l'ont vue, beaucoup l'ont partagée et ça fait son effet. Je vous avais dit au départ, lorsque nous avions lancé cette vidéo, que
la première force dont nous disposons et le premier instrument que nous utiliserons, cette force et cet instrument, c'est la communication. C'est la communication qui nous permettra notamment de faire barrière à ces vastes plans qui a été mis en place avec l'unique et le seul objectif qui prime par-dessus tout, l'éradication systématique, notamment d'une grande partie de la population humaine, en particulier de la population africaine. L'illustration parfaite, c'est que l'Europe met toujours en avant le fait que l'explosion démographique va entraîner une immigration de masse en Afrique. Vous avez vu il y a quelques jours près de 8000 migrants qui aujourd'hui ont envahi à partir de l'Espagne, ou si vous voulez, sont venus récupérer ce qui leur a été volé à partir de l'Espagne, et donc ils sont passés par le Maroc. Donc vous voyez que les tenants de cette théorie auront aujourd'hui raison devant le monde et face notamment à tous ceux ou à toutes celles qui doutent encore de leurs arguments qu'ils avancent notamment sur la question de la démographie. Et je disais que cette vidéo, beaucoup d'entre vous l'ont partagée, beaucoup l'ont vue. Et notre force que nous avons constituée à travers les réseaux sociaux, parce que nous l'avions dit, que nous allons utiliser les réseaux sociaux comme force et comme instrument pour justement contrecarrer ces plans. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont suivi lors de l'exposé face à la presse, le court exposé face à la presse, les présidents français, notamment, et les deux grands enfants qui étaient à ses côtés, et la trésorière de la communauté internationale. Donc les deux grands enfants, vous comprenez aisément, Félix Tshisekedi et Macky Sall. Et unanimement et implicitement, ils ont reconnu la force qu'est nôtre. Alors je voudrais d'abord nous en féliciter, m'en féliciter aussi, parce que notre participation n'était pas moindre dans cette campagne de mobilisation pour dire non à la vaccination, pour barrer la route au COVAX. Donc je voudrais m'en féliciter et féliciter beaucoup d'entre vous qui, dès la première minute, ont partagé massivement cette vidéo qui, à la suite, a entraîné, c'était la mèche qui a allumé le feu, qui a entraîné une multiplication de vidéos sur cette question, et notamment sur l'Afrique, parce que les retombées qui nous sont parvenues commençaient par la République démocratique du Congo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Alors les présidents congolais, vous l'avez vu, abattu, qui a reconnu d'ailleurs, la République démocratique du Congo a reçu 1 600 000 doses. Et il y a eu un échec total parce qu'il n'y a eu que 10 000 doses qui ont été attribuées. Donc ils ont utilisé ou vacciné 10 000 personnes et dans la majorité des cas, c'était tous des expatriés. Donc des personnes venues d'autres cieux vivant en République démocratique du Congo. Je voudrais par là saluer unanimement et solennellement le peuple de la République démocratique du Congo, sa diaspora et ceux qui sont à l'intérieur pour cette belle victoire que nous venons de remporter. La victoire n'est pas finale, c'est une étape. Mais le président de la République démocratique du Congo a reconnu devant la face du monde l'incapacité du gouvernement congolais et de tous les moyens qui ont été mis pour justement arriver à mobiliser le peuple et vacciner. Donc sur le 1 million, je précise 600 000, il n'y a eu que 10 000 injections et la plupart des expatriés. Donc le peuple congolais dans son ensemble a suivi les mots d'ordre. Nous avons déclenché cette vidéo en donnant notamment la ligne contraire des choses, c'est-à-dire de recourir à la médecine de plantes, dont notamment le Congo Bololo, le feuille de Nem, le feuille de Ndolé, beaucoup de feuilles que nous avions citées qui, justement, à notre entendement, seraient très efficaces pour permettre à notre peuple de faire barrière, justement, à cette politique de COVAX qui a été mise en place. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, le président sénégalais Macky Sall a reconnu implicitement aussi cette victoire, mais avec une nuance de près. La nuance est que le président sénégalais a dit que nous aussi au Sénégal, nous avons eu ces problèmes. Aujourd'hui, avec 19 millions, une population constituée de 19 millions de personnes, nous avons réussi à vacciner au moins 450 000. Il s'en vante parce qu'il dit qu'il y a une progression. S'il faut que nous arrivions au Sénégal, je me prépare. Mais je voudrais interpeller le peuple sénégalais. Je voudrais interpeller le peuple africain du Sénégal. Je voudrais interpeller la diaspora sénégalaise partout où vous êtes. Le moment plus que jamais est venu où l'Afrique, la voix de notre mère patrie, l'Afrique, doit devenir prépondérante dans les affaires du monde. Ils ont jadis, c'est vrai, contrôlé les médias et tous les moyens de communication, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous faisons l'équilibre des forces. Nous avions choisi depuis le départ, rappelez-vous, lorsque nous avons lancé ces logos avec le panneau de signalisation exprimant l'interdiction et la piqûre en question,
nous avions dit que nous utiliserons les réseaux sociaux. Point n'était besoin pour nous de dépenser autant de millions, autant de milliards. Et les conditions sanitaires ou les mesures drastiques nous ont empêchés, d'ailleurs, allaient nous empêcher dans ce sens. Mais nous avons utilisé ces réseaux qui nous a permis de faire écho de nos positions à travers la planète. Nous nous en félicitons et nous vous félicitons, vous qui nous avez fait confiance. C'est pourquoi je réitère aujourd'hui mon appel en remettant cette tenue de dire non à ces processus de vaccination et de vous demander à toutes et à tous de continuer de tenir bon. La preuve est là. La République démocratique du Congo ayant pris 1 600 000 doses a rendu cela à d'autres pays. Le ciel n'est pas tombé. Le peuple congolais est toujours vivant. Le peuple congolais, d'ailleurs, dans la majorité des cas, c'est qui meurt. C'est justement cette guerre injuste qui est imposée à ce peuple au nom de ses richesses. Donc, je voudrais interpeller la diaspora sénégalaise. Je voudrais interpeller le peuple sénégalais de partout. Continuez à appeler au pays. Mobilisez-vous. Faites passer le message. Le ciel ne tombera pas. Le vaccin n'est pas la condition sine qua non pour sortir de cette crise et pour nous protéger face à cette pandémie. Nous avons bien la conscience qu'il peut y avoir des choses terribles qui peuvent se passer. C'est pourquoi nous avons en avant et en amont, aujourd'hui en aval, nous continuons dans le même sens de préconiser le recours à la médecine de plantes qui, jusqu'à preuve du contraire, semble être efficace. Mais aussi, nous comptons sur la marmite de la femme africaine ou de l'homme africain. Toutes celles et tous ceux qui vont en cuisine, hommes comme femmes en Afrique, jeunes, vieux et vieilles. Vous savez que notre mère patrie, l'Afrique, est dotée d'une richesse en termes notamment des diversités alimentaires qui peut nous permettre à faire face à cette situation. Beaucoup de tubercules, beaucoup des épices, beaucoup d'éléments. Alors que le génie africain rentre et fasse ses preuves dans ces domaines-là. Mes chers compatriotes, mes chers amis, le président français à son tour a aussi reconnu implicitement, mais avec un espoir, un élan d'espoir en encourageant ces deux enfants, ces deux grands-enfants qui étaient là, justement en disant, je cite, que ce n'est pas une fatalité. Nous pourrons toujours continuer à mettre de moyens en œuvre, en exergue pour mobiliser et convaincre ces peuples-là à pouvoir accepter la vaccination. Alors mes chers amis, aujourd'hui, avant de rentrer dans le sujet qui va constituer le socle notamment de cette intervention, le sommet qui a eu lieu à Paris avec justement les propositions qui ont été faites pour relancer les économies africaines, j'aimerais d'abord vous faire un rappel sur ce que j'ai dit de partant de la première vidéo dont je vous parle et de la suite de toutes mes vidéos concernant cette situation. Je vous avais parlé en amont, je vous ai dit, vous entendrez parler de variants. Vous entendrez parler de variants et n'eût été notre capacité d'anticipation et de mobilisation. Aujourd'hui, on parlerait du variant congolais. Parce que le fait que nous nous sommes mobilisés, nous avons dénoncé cela. Vous avez remarqué, les variants sénégalais s'est tu. Pardon, le variant congolais s'est tu. Et le mécanisme qui était prévu de partir du variant congolais, du variant égyptien, du variant kenyan, du variant nigérien, aujourd'hui semble être s'éloigné, mais pas totalement. Je vous ai parlé de cela. Je vous ai dit aussi que dans les jours à venir, avec le mécanisme qu'ils sont en train de mettre en place, le risque, c'est que l'Afrique va payer la dette de cette crise. Je vous avais dit que l'Afrique va payer la dette. Tout ce qui est fait. D'abord, nous avons payé en termes humains. Vous vous rappellerez la récente vidéo d'où j'évoquais ces questions. Les gouvernements français, l'INSEE qui est chargé notamment de faire ces statistiques, a dit noir sur blanc que ce sont les populations d'origine immigrée et dans ces populations immigrées, les populations noires qui ont payé le prix le plus fort en ce qui concerne la perte en vies humaines pendant la pandémie de Covid-19. Les États-Unis d'Amérique, ce sont les Noirs américains qui ont payé le prix énorme. Le Brésil, ce sont les Noirs, donc les Africains américains du Sud, le Brésilien, les Africains américains du Nord, les États-Unis, qui ont payé le prix fort. Et en France, je vous ai cité l'INSEE, ce sont encore des Africains qui ont payé le plus fort. Et ce qui est le cas partout, on ira en Grande-Bretagne, vous verrez les statistiques vont sortir, tout ira dans ce sens. Donc en termes humains, nous avons payé le prix le plus fort. Mais au-delà de ça, je vous avais prévenu que l'Afrique payera la dette. L'Afrique payera la dette. Alors, vous vous dites comment?
La matérialisation s'est faite avec les sommets de Paris. Les sommets de Paris étaient un moyen maintenant, si vous voulez, de rendre officiel le fait que c'est l'Afrique qui va payer la dette. Alors comment? Je vais illustrer. Il y aura bien entendu des termes techniques, mais je ferai un effort d'être en capacité de pouvoir expliquer clairement comment est-ce que les gouvernements européens ont planifié ces mécanismes-là. Vous avez suivi le sommet de Paris. Dans le sommet de Paris, il y a eu beaucoup de questions qui se sont discutées. En fin de compte, le président français s'est exprimé. Les deux grands enfants, Tshisekedi et Macky Sall, se sont exprimés. En conclusion, on parle notamment de financer les économies africaines. Première des choses, il n'y a pas eu des états généraux de gouvernement ou de la société civile africaine dégageant notamment une urgence et une nécessité de recourir vers les aides venues de l'étranger. C'est le gouvernement français dans ses laboratoires. C'est un point très capital qui a, à travers ses officines, réfléchi qu'il faut aider les gouvernements africains. Rappelez-vous, au début de la crise, Emmanuel Macron, dans la plupart de ses interventions, ne cessait de dire qu'il faut soutenir nos amis africains. Lorsqu'il y a eu pour la première fois une réunion du G20 ou une grande réunion de beaucoup de pays, Emmanuel Macron était le seul qui plaidait pour aider les pays africains. Avant même que l'on ne sache les conséquences qui peuvent être économiques ou financières par rapport à cette crise. Donc, il y avait une planification. Comme nous avons l'habitude peut-être de lire les signes du temps et de lire les décisions telles que les décisions se prennent, nous avons pu remarquer une chose, que justement, on est en train de prévoir l'enveloppe pour l'Afrique. Alors, comment est-ce que l'Afrique va payer cette dette? Vous avez entendu, ceux qui ont suivi le résumé de la conférence de presse, on parle du DTS. Le DTS, c'est ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux. Lorsque les gouvernements ou les nations européennes et occidentales veulent financer l'Afrique, il y a plusieurs instruments. C'est comme ça qu'on dit dans le jargon financier. Il y a plusieurs instruments utilisés pour justement décaisser ces fonds. Parmi ces instruments, il y a eu par exemple les STABEX. Ce sont des mécanismes à travers lesquels les pays européens financent les pays d'Afrique, Caraïbes, donc les pays les africains et le pays de Caraïbes et du Pacifique. C'est ce qu'on appelle les ACP, les pays africains, Caraïbes et Pacifique. À travers les STABEX, les gouvernements européens financent. Il y a plusieurs instruments, notamment au sein du FMI et de la Banque mondiale, qui permettent aussi le financement des pays africains. Or, regardez le grand enfant Macky Sall, il est revenu à plus d'une fois en disant « Cette fois-ci, ce n'est pas pareil. Cette fois-ci, ce n'est pas pareil. » Et pourquoi disent-ils c'est ça? C'est là, il a bien précisé, c'est-à-dire le cadre ou l'instrument utilisé sera différent. Or, Macky Sall, je me pose la question si ce président ne visite pas l'histoire avant de passer devant le monde et émettre certains avis. L'instrument qu'on appelle aujourd'hui le droit des tirages spéciaux, c'est un instrument créé en 1969. Cet instrument existe depuis belle lurette. Alors, c'est un panier. Dans ces paniers-là se trouvent notamment 5 monnaies. Donc, je précise que les droits des tirages spéciaux, ce sont des chèques, en vrai, en termes simples, des chèques émises par le FMI pour justement soutenir les finances de membres, des pays membres du FMI, notamment pour stabiliser leur devise ou leur monnaie intérieure, mais aussi pour financer les investissements. Or, ce mécanisme, disais-je, existe depuis 1969. Alors, quelle est la nouveauté que ces dirigeants sont en train justement de évoquer pendant leur exposé? Les dirigeants français, en convoquant le sommet de Paris, ont empêché à l'Afrique tout autre moyen d'aller chercher de l'argent ailleurs sans elle. Par là, comprenez-moi bien, c'est un coup de force de maître, un coup de force politique et diplomatique. Malheureusement pour nous, que les dirigeants qui étaient là n'étaient pas à la hauteur de la réponse. Ah, Thomas Sankara. Ah, Patrice Lumumba. Ah, Modibo Keïta. Ah, Sylvanus Olympio. Ah, Barthélemy Boganda. Mes chers compatriotes, il faut à un moment donné agir. C'est pourquoi vous avez vu dans le titre, je parle des révolutions présidentielles. Je donnerai mon calendrier dans les jours à venir. Vous comprendrez c'est quoi les révolutions présidentielles. Mes chers compatriotes, les dirigeants, disais-je, n'étaient pas à la hauteur de la réponse. Parce qu'à travers ces instruments, ce qu'on ne vous dit pas, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que
D'abord, c'est un système inégalitaire sur le plan de la finance internationale parce qu'il n'y a que 5 monnaies. Je dis bien 5 monnaies qui peuvent accepter l'émission de ces chèques. Donc les chèques qu'on appelle droits des tirages spéciaux ne sont émises que sur 5 monnaies. Le dollar américain, les livres sterling de la Grande-Bretagne, l'euro, donc porté par la France, vous comprenez pourquoi porté par la France, les yuan japonais qui remplacent la Russie, vous comprenez pourquoi, et le yen chinois. Donc j'allais vous dire que ce sont les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies qui, encore, ont cet avantage que le chèque en question soit émis dans leur devise, dans leur monnaie à eux. Excepté la Russie, parce que la Russie, vous savez qu'il y a beaucoup de sanctions à l'encontre de la Russie et qui ne permet pas à la Russie notamment de prévaloir de ses droits. Mais donc la Russie a été remplacée par le Japon, le yuan japonais. Donc il y a les yens chinois, il y a l'euro porté par la France parce que c'est le seul membre de l'Union européenne, membre permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, le dollar américain et la monnaie livre sterling de la Grande-Bretagne. Je vous disais que c'est un système inégalitaire, parce que c'est 5 monnaies. Deuxième de chose, lorsqu'il s'agit de gérer ce qu'on appelle ces chèques-là, donc les DST, les droits de tirage spéciaux, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis d'Amérique ont le droit de veto. C'est lui seul qui dirige, c'est lui seul qui décide, c'est lui seul qui dit le pourquoi et le comment. Quand est-ce qu'on utilise cet argent, dans quel domaine, et quand est-ce que nous, on veut l'argent. Par contre, quand il s'agit de l'Afrique, on parle d'une gestion multilatérale de ces chèques-là. Donc, on vous donne le chèque, mais vous ne gérez pas seul, vous gérez avec le FMI. La raison pourquoi vous avez vu le président Tshisekedi qui parle au nom de l'Union africaine, comme de son pays, la République démocratique du Congo, comme Tshisekedi n'a pas encore la confiance de la communauté internationale et de la France, parce que je rappelle, quand je vous disais c'est un coup de maître, comme on parle de la garantie de convertibilité pour la monnaie du franc CFA, comme la France s'est portée garant pour les dettes africaines. Les financiers et les créanciers ne pourront jamais donner l'argent à l'Afrique sans un parrain colon. Donc le parrain pour eux tous, c'est Emmanuel Macron et la France. Mais comme ils n'ont pas trop confiance à Tshisekedi, il fallait un enfant, un grand enfant avec qui ils ont déjà traité plusieurs fois, à qui ils ont confiance. Donc Macky Sall, vous avez vu ceux qui ont suivi le président Macky Sall faire un exercice pour arriver justement à convaincre que nous d'ailleurs, nous avons connu ce problème, mais aujourd'hui nous sommes à 400 000 injections. Pour dire à son maître, regardez, moi j'ai fait des efforts et je suis en train d'accepter en ce que mon peuple soit vacciné. Donc il y avait cet équilibre-là. Et pourquoi vous avez vu notamment la directrice générale du FMI qui était là au moment où on faisait l'exposé devant la presse. Voilà mes chers amis ce qui se passe. Donc, lorsque les gouvernements africains auront ces 33 milliards, parce que je répète, pour le plan de la relance, la France a voté un budget de 100 milliards pour 2 ans. Tandis que la France a le droit, l'Europe a à peu près le droit de 200 milliards en ce qui concerne les droits des tirages spéciaux. Les États-Unis, c'est 500 ou 1000 milliards, c'est beaucoup en tout cas. Les États-Unis dépassent tout le monde. Et l'Afrique n'a que 33 milliards. Or, le président Macky Sall, j'ai regretté ici, pourquoi il disait que le cadre est nouveau? Parce que c'est un vieux instrument. Le cadre n'est pas nouveau parce que, regardez, avant de bénéficier de ces chèques-là, ce n'est pas une caisse ouverte, hein. Ce n'est pas vous venez comme ça, on prend le chèque, on donne aux pays africains le chèque des 33 milliards. Emmanuel Macron a pris la garantie d'œuvrer de façon à ce qu'on remonte l'Afrique à 100 milliards et, troisièmement, à 650 milliards. Bon, là, on rentrera dans ça après parce que le président africain, beaucoup qui ont eu l'intelligence de comprendre ces choses-là, ont beaucoup expliqué ces choses-là. Notamment, on vous parlera des 650 milliards. D'ailleurs, Macky Sall lui-même a fait mention à ça. Mais vous n'aurez pas les 650 milliards. C'est à peu près 1 milliard que les Africains toucheront comme ça. Parce que les mécanismes qui sont mis en place, les protocoles de suivi qui sont mis en place et tout ce qu'il y a pour avoir cet argent, c'est compliqué. On dit 650 milliards, mais ce n'est pas réellement ça. Raison pourquoi vous aurez à remarquer que le président des pays africains, vous vous posez la question, on leur donne l'argent, mais pourquoi l'Afrique ne décolle pas? Parce qu'il n'y a pas cet argent-là. C'est justement ça, si vous voulez, la nouvelle façon d'escroquer l'Afrique. Il n'y aura pas de New Deal avec l'Afrique. Ce qu'il faut entre la France et l'Afrique, c'est une séparation anticipée. C'est-à-dire, avant l'échéance
de tous les contrats que nous avons signés avec la France, avant l'échéance de tous nos accords multilatéraux ou bilatéraux bilatérales, avant la fin de tout ça là, il faut une rupture, une séparation anticipée. Voilà ce qu'il doit pour l'Afrique. Parce que le New Deal, c'est une nouvelle forme d'escroquerie. Donc j'en viens à cet instrument-là. Avant d'avoir cet argent, je disais, ce n'est pas une chèque gratuit, ce n'est pas une caisse ouverte. C'est qu'il y a des conditions préalables. Les conditions, notamment, c'est que je vous parlais, la gestion multilatérale. Ce n'est pas les dirigeants africains qui dirigent, mais avec les experts du FMI. Deuxième des choses, cela est conditionné d'abord aux réformes. Retenez bien ça, les réformes. Il faut faire des réformes. Qui d'entre vous a déjà oublié? Ceux qui ne sont pas au courant de cette information, je vous ramène en 1980, entre 1978 et 1980. L'Algérie a subi de plein fouet ce qu'on a appelé les développements économiques autocentrés. Les développements économiques autocentrés consistaient à ce que les pays africains fassent eux-mêmes le choix de projets qu'il faut financer et que l'Europe allait financer. Lorsque nous sommes rentrés dans ces mécanismes, tous les pays africains étaient par terre, et l'Algérie principalement, parce que c'était un essai qu'il fallait faire en Algérie entre 1978 et 1980. Nous sommes arrivés vers les années 90 et 92. Vous avez entendu parler du plan de réajustement structurel et de redressement économique. À travers ces plans-là, les économies africaines ont été affaissées et dilapidées. Pourquoi? Parce que le FMI va faire ce qu'ils vont faire maintenant là. C'est pourquoi je disais, c'est étonnant qu'un président comme ça ne soit pas au courant des informations que moi je possède et que la plupart d'entre nous disposent de ces informations. C'est quoi? C'est répartir, notamment sur ce qu'on a appelé les réajustements structurels. Vous vous rappellerez que les conditions pour avoir de l'argent auprès du FMI étaient les réformes qui consistaient notamment à réduire les dépenses budgétaires. Or, vous savez que dans le pays africain, le plus grand employeur, c'est l'État. Comment est-ce qu'il fallait réduire les dépenses budgétaires? Il fallait notamment diminuer le nombre de fonctionnaires, privatiser les secteurs de l'enseignement, de l'éducation, privatiser les secteurs prioritaires de nos économies et licencier la plupart des employés. D'ailleurs, la compagnie africaine Air Afrique a subi de plein fouet ces mécanismes du FMI de réajustement structurel. Donc, on voit notamment que ce sont les mêmes exigences du FMI et de la Banque mondiale, parce qu'ils ont déjà dit, il n'y aura pas simplement le FMI, on va associer et la Banque mondiale et l'AFD. L'AFD, l'Agence française du développement, l'Agence chinoise du développement, l'Agence japonaise et américaine, eux tous, ils vont rentrer dans ces mécanismes. Donc, on revient toujours sur les mêmes bases. Et le vieux instrument pour faire du nouveau, qu'ils appellent les New Deal. Parce que, quand on parlera du mécanisme de revoir, justement, de faire des réformes, de quelles réformes il s'agit? De quelles réformes? Or, on a adjoint cette question de l'économie avec la question épineuse de la sécurité. Lorsqu'on parle de la question de la sécurité, raison pourquoi vous avez vu le président rwandais Paul Kagame, le criminel par excellence, a nié évidemment les génocides congolais, a nié ces crimes perpétrés au Congo, justement pour attirer l'attention de la France et de la communauté internationale de ne pas faire de la République démocratique du Congo le centre de ces pôles sécuritaires, parce que le peu d'argent qui sera versé à eux. Mais en réalité, c'est quoi? Lorsqu'on donnera à la République démocratique du Congo le chèque pour financer ses investissements et ses économies, mais ils vont perdre ce qu'on appelle le choix. Parce que dans le calendrier économique d'un pays, ce qui est l'illustration de la souveraineté, il y a ce qu'on appelle les options financières et les orientations économiques, au centre duquel il y a le choix. C'est-à-dire le choix pour vous de choisir vos options financières et vos orientations économiques. Or, avec ces mécanismes-là, vous n'avez plus de choix des options financières et des orientations économiques. Parce que l'argent qui vous sera donné, on va vous dire, le FMI va vous dire dans la gestion multilatérale, et la France va exiger ça, que cet argent soit déversé pour la vaccination, c'est-à-dire le domaine de santé, et pour notamment ce qu'on appelle la sécurité. Or, la sécurité, c'est quoi? Il y a en sous-bassement de la sécurité les accords de défense et de sécurité, d'où les pays africains dépendent des armées européennes et françaises. Donc, l'armée française va venir, et cet argent-là qu'on vous a obligé d'aller prendre comme chèque, c'est cet argent-là qui va aller. On donne à la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo paye à la France comme agent de sécurité parce que c'est l'armée française qui va faire le travail. Or,
la République démocratique du Congo perd en quoi? Je vous disais déjà le choix des options financières et des orientations économiques. Et de deux, c'est les taux d'intérêt. Voilà encore une question, parce que les pays européens trichent sur deux tableaux. Le premier tableau, c'est celui des délais butoirs accordés aux États pour le remboursement de la dette. C'est un délai qui est tellement court que, au moment où on vous demandera cet argent, les intérêts ne feront que quintupler. Les intérêts ne feront que monter de façon vertigineuse, et c'est l'endettement, les cycles infernal de la dette africaine. Au-delà de ça, il y a notamment la question, au-delà du délai, il y a la question du taux d'intérêt. Lorsque le gouvernement béninois a recouru au DST, au DTS, le droit des tirages spéciaux, il y a de cela 2 mois, le taux de remboursement était à 6%. Lorsque le Ghana arrive, le taux est à 8%. Alors, Emmanuel Macron et Macky Sall font valoir du nouveau pourquoi en disant le taux là, c'est le taux le plus bas par rapport à tous les taux qui se trouvent dans le marché. Donc si on rentre dans le marché par rapport, quand vous faites un prêt, le taux qu'il y a d'intérêt, c'est le taux qui est le plus bas. Or, je ne veux pas rentrer dans cette discussion, que le taux soit le plus bas ou le plus élevé, il y a un taux de remboursement. Et ces taux-là de remboursement varient par rapport à quoi? J'aimerais que vous suivez très bien. Le taux de pourcentage de DST, de droits des tirages spéciaux, est calculé hebdomadairement, c'est-à-dire par semaine. Par rapport à quoi? À la valeur d'abord de chaque devise, les 5 devises des 5 membres permanents que je vous ai cités, excepté la Russie. Et deuxièmement, donc les fluctuations monétaires. Si les dollars montent, les taux changent. Si les dollars baissent, si les dollars stagnent, les taux stagnent. C'est-à-dire, les gouvernements américains, rappelez-vous, lorsqu'il y a eu le combat de Mohamed Ali et George Foreman en République démocratique du Congo en 1974, le Zaïre de Mobutu avait une monnaie Zaïre. Cette monnaie, $1, un Zaïre était égal à $2. C'est-à-dire que la monnaie zaïroise était plus forte que le dollar. C'est-à-dire si tu as 10 000 Zaïre, tu vas aux États-Unis, tu as 20 000. Donc, les financiers de l'époque avaient choisi à ce que le combat d'Ali Foreman s'organise en République démocratique du Congo pour permettre à ces gens-là de faire plus de bénéfices. Les États-Unis d'Amérique sont les seuls pays au monde qui savent jouer avec ça. Ils interdisent aux autres, mais eux, aujourd'hui, au moment où nous parlons, ils ont baissé les dollars par rapport à l'euro, en faisant du dollar une monnaie faible par rapport à l'euro, parce que au moment des importations et des exportations, ils gagnent à travers ces mécanismes-là, du moment où eux, ils ont une monnaie faible par rapport à l'euro. Et ce qui va se passer, si ces nations-là, parce qu'ils ont toujours triché, et ils vont tricher. Vous avez entendu pendant longtemps, on dit l'Afrique c'est le seul continent qui n'a pas connu de récession. L'Afrique, la croissance africaine est de plus 5. C'était une façon de dire que, bon, ces gens-là, comme ils n'ont pas de dettes ces derniers temps, ils se sentent mieux, donc il faut créer la dette. Nous venons de vivre une situation difficile avec la pandémie de Covid-19. En sortant de cette pandémie, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, les Gabon, tous ces pays peuvent bien choisir une autre priorité économique à la sortie de la crise sanitaire pour financer leurs économies autrement ou pour permettre à leur nation de faire un boom économique dans ce sens. Mais ils n'auront pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que justement, ils ont perdu le calendrier. C'est ça l'objectif du sommet de Paris. L'objectif politique, je dis bien. L'objectif politique, c'est d'empêcher les pays africains de recourir à d'autres créanciers parce que la France a fait l'effort d'amener sur la table et l'Union européenne et les États-Unis et la Chine qui a participé par visioconférence pour dire que si vous voulez donner l'argent aux Africains, vous passerez par ici. Et le FMI était là et on va associer toutes les agences de développement pour imposer à l'Afrique une dette. Or, l'Afrique n'a que droit à 33 milliards en ce qui concerne le droit des tirages spéciaux. Les États-Unis et l'Union européenne, c'est ce que je vous ai dit. En prenant cet argent, lorsque la France et l'Europe prennent 200 milliards, personne ne lui dit, ne l'exige, les critériums, les conditions, les délais. Mais lorsque l'Afrique prend, vous voyez déjà, c'est les sirènes du monde qui sont au courant et tous les grands enfants que vous appelez vos présidents devaient venir ici à Paris pour justement recevoir des injonctions de la part et du FMI et notamment de leurs créanciers.
vous devez accepter ces chèques-là parce que c'est une obligation. Vous devez les accepter. Or, je vous ai dit la question du délai butoir de remboursement et je vous ai dit la question du taux d'intérêt. Ces deux questions vont faire en sorte que l'Afrique restera endettée pour des générations qui viennent. Jusqu'en 2050, nous serons endettés. Alors, vous avez aussi entendu parler de ce qu'on appelle la restructuration de la dette. La restructuration de la dette a deux points essentiels. Le premier point, on parle d'abord de l'effacement ou ce que vous entendez souvent, l'annulation de la dette. Le deuxième point, on parle du moratoire. En ce qui concerne l'effacement ou l'annulation de la dette, croyez-moi, c'est une vaste fumisterie. Je ne veux pas rentrer dans ces détails parce que, comme vous l'avez entendu au Soudan, ce ne sont que de farces économiques et financières qu'ils font. Mais en réalité, il y a d'autres mécanismes qui vont remplacer ça. Donc, en d'autres termes, d'autres façons de payer. Pourquoi ils parlent notamment de l'effacement de la dette au Soudan? Le gouvernement français est en train d'opérer un virage dans la zone au niveau de ces entreprises. Le gouvernement français, l'armée française est mise à mal en République centrafricaine. L'armée française est mise à mal dans beaucoup de pays, au Cameroun, dans beaucoup de pays de la zone africaine, au Rwanda, d'ici et là, les gens ont levé la voix contre la France. La France a choisi maintenant une stratégie autre. Ils sont en train de basculer progressivement avec leurs entreprises au Soudan. C'est pourquoi vous avez entendu parler de l'effacement de la dette au Soudan. Pourquoi? Quand les entreprises françaises iront au Soudan, on leur dira, voilà, nous avons annulé votre dette. Elle était de combien? De 500 milliards. Vous nous demandez de payer les impôts à combien? Autant. Donc pendant 50 ans, on ne paiera pas des impôts pour rembourser ces 500 milliards. Pendant 50 ans, tous nos cadres techniciens qui seront chez vous, parce qu'ils vont créer de l'emploi, ils vont embaucher vos Soudanais, tous ces cadres-là, vous allez prendre en charge les billets d'avion pour les vacances de leurs enfants. Et eux-mêmes, tous ces cadres-là, vous allez prendre en charge le frais de leurs vacances. Voilà ce qu'ils appellent l'annulation de la dette. C'est pourquoi je vous disais, c'est une vaste fumisterie. Revenons maintenant sur la question de ce qu'on appelle le moratoire. En 2002, le président français Jacques Chirac avait décidé d'un moratoire disant au Mali de ne pas payer sa dette pendant 4 ans. C'est quoi le moratoire? Le moratoire, c'est une suppression temporaire d'un délai donné, défini, déterminé, où vous ne payerez pas la dette. Par exemple, pour les cas précis, là, les dettes africaines, quand vous entendez dans le sommet de Paris, ils ont dit c'est jusqu'en juin 2021. Le président congolais, le grand enfant Félix Tshisekedi, a demandé à ce que on nous pousse jusqu'à juillet 2022. C'est un moratoire, c'est-à-dire que les pays africains vont payer leurs dettes, mais pas pendant cette période. Or, le danger d'un moratoire, c'est quoi? Lorsque j'étais au Mali en 2002, j'ai discuté avec la classe politique malienne, avec beaucoup d'avocats à la messe des officiers. Ils plébiscitaient Jacques Chirac le fait d'avoir justement décidé de ces moratoires qui permettaient, ou si vous voulez, demander au gouvernement malien de ne pas payer la dette pendant cette période déterminée. Or, voilà les dangers. Moi, j'ai la dette de 50 millions. Vous me dites, il y a un moratoire, vous n'allez pas payer la dette pendant 2 ans. Prenons l'exemple. Pendant ces 2 ans, je continue à faire des recettes. Il y a des investisseurs qui arrivent. Je continue à fructifier mon économie. Je ne paye pas la dette. Qu'est-ce que je fais? En prévision, tout gouvernement responsable dira, il faut financer tel secteur. Il faut lancer tel projet pour que quand ça va être rentable, nous, on va faire quoi? On va commencer à payer la dette. Or, quand vous allez lancer un projet, à l'occurrence, le projet par exemple de Sénégal, où on est en train de construire la cité Jami Adjo et où on est en train de construire les métros. Si je ne m'abuse pas, le projet du métro au Sénégal avait débuté avec 30 milliards et quelques. Lorsqu'on a mis en exécution le projet, avec les contraintes, parce que le papier c'est autre chose, la réalité c'est autre chose. Les contraintes ont fait que le projet a quasiment triplé. Nous sommes passés de 30 000 à peu près à 100 000, 30 milliards à 100 milliards d'euros. D'ailleurs, ça pose maintenant problème pour continuer l'exécution de ces projets. Donc, au cas où vous aurez des difficultés pareilles, même sans difficulté, vous dites on va lancer un projet pour une plantation de maïs. Vous prenez votre argent là, vous injectez dans votre plantation de maïs. Il faut payer le personnel, il faut la suivi derrière le projet, il faut innover, il faut liquider la marchandise. Du coup,
Quand on fait la plantation de café ou de maïs, ce n'est pas une année. Peut-être 6 mois, une année, 2 ans, on commence à faire des récoltes. Au moment où vous allez vous dire que maintenant, il faut payer les gens. Maintenant, il faut exporter notre marchandise. Maintenant, le projet de construction que nous avons commencé de routes, les routes ne sont pas encore finies. Vous avez vu, dans beaucoup de pays, on commence le projet de construction de routes. Ils ont dit 6 mois, la livraison s'est fait toujours 2 ans, 3 ans après. Même les Chinois, quand ils construisent des stades africains, on commence, on dit on va vous livrer les stades dans une année, dans 2 ans. On verra que le stade sera livré 4 ans, 5 ans après. Donc, aisément, on comprend qu'il y a une difficulté énorme quand on passe dans la phase de l'exécution d'un projet. Alors, quand vous aurez besoin maintenant de injecter de nouveau de l'argent dans ces projets que vous avez commencés, de vous acquitter des charges, des autres dépenses inattendues et imprévues, c'est en ces moments-là qu'eux, ils viennent. Voilà, le moment est arrivé où vous devez payer votre dette. Ajoutons que quand vous êtes pendant la période du moratoire, les intérêts continuent de grimper. Les intérêts ne s'arrêtent pas, continuent d'avancer. C'est-à-dire, peut-être qu'en 5 ans, sans moratoire, vous aurez pu payer 10 milliards, mais avec le moratoire qui vous a allongé, vous payerez 12 milliards ou 13 milliards. Voilà la vaste fumisterie de l'escroquerie de ces projets ou de ces sommets de Paris. Et je suis sidéré. Je suis choqué de voir qu'en ces 21e siècle, de présidents africains n'est pas être à la hauteur de ce qu'en est, notamment la réponse face au président français, qui se moque d'eux et qui joue d'eux comme des petits enfants, donc c'est-à-dire ces grands enfants. On voit aisément que, à travers ces vastes projets, à travers cela, il n'y a qu'une escroquerie véritable et l'Afrique rentre dans une phase d'endettement vertigineuse. Et cet endettement, justement, nous empêchera dans les jours à venir de faire valoir, nous, notre calendrier, c'est-à-dire nos priorités, nos options. Parce que demain, on peut bien juger. On n'interdit pas aux gens de faire de prêts. Même les individus font des prêts. Ça dépend de la politique de tout un chacun. On peut bien vouloir aller trouver d'autres créanciers. Mais qui vous donnera l'argent? Parce que tous les créanciers du monde ont été justement rassemblés autour du sommet de Paris. Donc le président français a dit aux dirigeants africains, il n'y a pas de passage à la caisse sans passer par la France. Or, le droit de tirage spéciaux, c'est un droit que chaque pays qui est membre du FMI peut réclamer. Bien que l'Afrique a une portion injuste, inégalitaire, de 33 milliards par rapport aux États-Unis et à l'Europe, mais ils n'ont pas besoin de la France pour réclamer ces droits de tirage spéciaux. Mais la France a dit, il faut passer par moi. Pourquoi? Ils ont posé un problème de la mégestion, ce qui est d'ailleurs caractérisé parce que la spécialité des dirigeants, des grands enfants africains que vous appelez vos présidents, lorsqu'ils ont l'argent, la première des choses, c'est d'occuper leurs épouses, d'occuper leur maison, d'occuper leur caisse, d'occuper leur bagnole, de s'occuper, je ne sais pas moi, de garnir leur garde-robe et je ne sais quoi encore. Voilà, toutes ces conditions-là font qu'il n'y a pas de crédibilité et ils doivent toujours passer par la France pour justement recevoir ces chèques-là, qui d'ailleurs est des droits, en tant que membre du FMI. Voilà, mes chers amis, quelques zones d'ombre de ce qu'on est. Alors, pourquoi veulent-ils faire payer à l'Afrique la crise sanitaire? Je vous disais ceci. Quand on ira chercher ces chèques-là, ces 33 milliards-là, vous saviez bien que 33 milliards dispatchés dans 54 ou je ne sais pas 55 pays africains sera insuffisant. Emmanuel Macron a mis la carotte plus haut en disant « Je vais faire en sorte que vous alliez jusqu'à 100 milliards ». La période n'est pas définie ni déterminée. Alors que pour le plan de la relance de la France, on parle de 100 milliards pour 2 ans, sur 2 ans. Pour l'Afrique, on parle, je ne sais pas moi, de juin à octobre, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas clair, ce n'est pas défini. Donc, 100 milliards. Beaucoup de dirigeants vont engager des projets pour dire que les projets n'ont pas abouti, il faut beaucoup plus d'argent. Ils vont recourir pour aller répondre le reste de l'argent, 100 milliards. Après, 650 milliards. Or, lorsque nous aurons ces chèques-là et ces montants-là, je vous disais que le taux d'intérêt est à 8%. Certains diront à 0,05% pour le DST. Mais ça, c'est à quel moment? Quelle est la valeur des devises, des 5 devises que je vous ai énumérées en amont? Lorsque on a un taux d'intérêt calculé
Mais c'est grave ça. Hebdomadairement. Selon les caprices financiers et monétaires des 5 monnaies. Vous êtes sûr que le taux tel que nous le connaissons aujourd'hui restera fixe dans 5 ans, dans 10 ans? Et ces 650 milliards ou ces 33 milliards ou ces 100 milliards vont se transformer à combien? Donc, toutes les dividendes qui seront engagées derrière, c'est pourquoi vous voyez la France être au four et au moulin, appelant les États-Unis et la Chine. C'est-à-dire toutes les dépenses que le gouvernement français a dégagées pour financer ses entreprises, ses entrepreneurs, pour donner à son peuple par rapport à la situation de la pandémie du Covid-19, pour soutenir ses PMA et ses PME, tout cet argent sera récupéré par les intérêts qui seront engagés par des chèques, à travers des chèques qui seront donnés à l'Afrique. Et ils prendront cet argent, ils vont remettre à la caisse, là où l'Afrique n'a ni déclenché la pandémie, ni contaminé la planète. Donc, on va faire circuler notamment cette idée de DST, du droit des tirages spéciaux. Les pays africains iront chercher des chèques, sachant que ça va évoluer avec les taux d'intérêt. Et si nous leur donnons 650 milliards, les taux d'intérêt, ça sera 2000 milliards. Donc, les gens qui ont sorti 650 milliards vont prendre d'abord les 650 milliards, les remettre à la caisse du FMI. Et ils vont prendre le reste, ils vont se le partager. La France qui n'avait que 100 milliards, qui n'a dépensé que 100 milliards sur 2 ans, suite à la crise de la pandémie de Covid-19, va récupérer près de 200 milliards ou 300. Les États-Unis, la Chine, ils vont se partager parce que ce sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. La Russie est exclue. Donc, il n'y aura personne qui va peser pour l'Afrique. Je dis bien personne parce que beaucoup de gens oublient que les investissements chinois en Afrique, contrairement à ce que l'on croit, créent plus la dette. Parce que la Chine, qu'est-ce qu'elle fait? Les autres côtés des investissements, la Chine n'investit pas trop en Afrique sur d'autres domaines. Là où dans la construction des infrastructures, là où la Chine investit trop, c'est notamment sur des questions de prêts. Ils vous feront des prêts en disant à des taux qui sont bas. Et à ces taux bas-là, ils vous donnent 150, 200 milliards, 300 milliards avec un taux bas. Mais Paul Biya partira, laissera la dette. Tshisekedi partira, laissera la dette. Parce qu'il faut payer aux Chinois cet argent. Et cet argent, c'est ça aujourd'hui, regardez, allez chercher partout. D'ailleurs, il y a des données qui ont été rendues publiques à la demande de certaines forces de la société civile. Allez regarder les dettes africaines par rapport vis-à-vis de la Chine. C'est justement à travers ces prêts-là des prêts alléchants, où on vous disait allez prendre, le taux est plus bas par rapport à l'argent que l'Europe vous donne. Et les gens couraient. Mais aujourd'hui, avec plus de temps, on arrive à remarquer que ça crée beaucoup plus de dettes aux pays africains. Donc, ces mécanismes-là des taux d'intérêt, une façon très vertigineuse d'endetter l'Afrique. Alors, les pays africains, vous savez qu'ils n'auront pas l'argent pour payer ces multiples dettes. Alors, il faudra des gages. Il faudra hypothéquer soit l'or, soit les diamants, soit le cobalt, soit le nickel, soit les zinc, soit le pétrole, soit le manganèse pour des décennies. Donc, jusqu'à d'ici 50 ans, les décisions immatures, irresponsables, regrettables des dirigeants africains auront encore de répercussions sur nous d'ici 30 ans et 40 ans. Pourquoi les dirigeants africains sont en train de suivre un mécanisme et un protocole sanitaire mis en place par l'Occident, conséquence d'une politique hasardeuse, hésitante, aventureuse de gouvernements européens? Ils sont en train de suivre ça aveuglement. Nous avons, nous, déclenché un combat. Nous répondons à la guerre, comme je vous l'avais dit, qui a été déclenchée par eux. Que nous allons mener ces combats. Notre outil principal, je le répète encore, c'est là, les réseaux sociaux. Parce que implicitement, le président Tshisekedi l'a reconnu, d'ailleurs abattu ceux qui l'ont suivi. Les travails menés par ceux qui ont, les leaders d'opinion qui ont pris la parole à travers les réseaux sociaux. Et de partant de la première vidéo, l'impact planétaire que vous avez remarqué de la première vidéo et de ceux qui s'en est suivi, qui a déclenché notamment pour beaucoup aussi qui ont rajouté et qui ont allumé l'intercelle, d'où nous avons dit non à la vaccination. Et nous continuons cette politique. Le ciel ne tombera pas. La République démocratique du Congo vient de rendre le 1 600 000 doses parce qu'il n'y a eu que ces doses-là. Pourquoi ils l'ont rendu? Parce que ça allait expirer au mois de juin. Donc il fallait les liquider, donner à d'autres pays, à tous les pays africains.
la jeunesse, le peuple, lorsque vous entendrez parler de l'eau venue de la République démocratique du Congo, destinée peut-être pour la Gambie, le Sénégal et autres, levez-vous. Faites échec à Macky Sall qui s'en vante, qui dit que nous sommes aujourd'hui à 400 000 vaccinations, personnes vaccinées sur une population de 19 millions. Que la mobilisation continue. Ne baissons pas les bras. À travers cet outil des réseaux sociaux, nous avons constitué aujourd'hui une force de dissuasion, capable notamment de dérouter le vaste plan qui a été mis en place. Je vous disais tantôt que n'eût été la détermination et notre capacité d'anticipation, aujourd'hui on parlerait des variants congolais. Et je voudrais en venir à la menace. Vous savez que le président français, lorsqu'il parle, il a toujours l'habitude de brandir la menace. Ou soit la menace terroriste, ou soit la menace des sanctions, ou soit la menace des coups d'État. Alors qu'est-ce qu'il en est de la menace? Ceux qui ont suivi le court exposé de la presse, Emmanuel Macron a dit deux choses, que son grand enfant, son premier grand enfant, l'aîné, Macky Sall, a réitéré quelque temps après. Vous risquerez, parlant de pays africains, de deux choses. La première des choses, que les voyages soient interdits à beaucoup de citoyens, parce que nous ne pouvons pas accepter que nous faisons vacciner et d'autres peuples viennent ici sans se faire vacciner. C'est-à-dire, en d'autres termes, il a voilé une menace en disant que les pays africains qui ne se feront pas vacciner, leurs concitoyens se verront interdire les vols au niveau de l'Union européenne. Mes chers amis, cette loi est injuste et c'est toujours un système inégalitaire qui prévaut. Nous allons utiliser la jurisprudence Martin Luther King. La jurisprudence Martin Luther King disait « Tout citoyen, tout humain doit avoir le devoir moral de refuser d'obéir à une loi qui est injuste. » C'est un devoir, je cite, moral. Mes chers compatriotes, devant la menace brandie par le président français, lorsqu'il adviendra que les ressortissants de la République démocratique du Congo, du Sénégal, de la Zambie, de l'Égypte, du Gabon, du Congo-Brazzaville, du Soudan, de partout, lorsque cela arrivera qu'ils seront interdits de voyager sous prétexte qu'ils n'ont pas été vaccinés, nous allons utiliser la loi du talion. Nous utiliserons la mobilisation. Je descendrai moi-même, d'ailleurs ce n'est plus que question de quelques temps, d'où je regagne la mère patrie, pour en arriver à ce que je vous ai donné ici en termes voilés, les révolutions présidentielles. Et je le déclarerai une fois sur la mer. Mes chers compatriotes, nous allons utiliser la force de mobilisation. Notre première étape sera la conscientisation, la sensibilisation, après la mobilisation de toutes les énergies pour utiliser notre force. Nous allons empêcher les expatriés de circuler dans notre mère patrie. Nous mobiliserons. Nous allons barrer tous les artères qui mènent vers les aéroports internationaux de nos États pour barrer la route à tous les expatriés des pays qui nous auront empêchés de voyager sous prétexte qu'on n'a pas voyagé. Nous avons la conscience du risque que cela pèse sur l'humanité. Alors, ce que nous sommes prêts à accepter, c'est quoi? Lorsque les Africains voyageront d'ici et là, faites le test. Nous n'allons pas nous échapper à ça. Faites votre test pour le voyage. S'il s'avère que ces tests-là sont positifs pour le voyageur en question, prenez des mesures acceptables pour éviter la propagation du virus. S'il s'est avéré que le test est négatif, vous laissez la personne circuler. Le droit à la libre circulation. Nous allons user de notre droit à l'autodétermination et à notre droit fondamental et inaliénable et reconnu à chaque peuple de disposer de nous-mêmes. Il est hors de question qu'on nous impose le vaccin pour circuler. Notre droit à la libre circulation ne sera pas négocié. C'est un message clair que nous donnons à Emmanuel Macron. Vous avez la force de mobiliser l'armée, nous avons la capacité de mobiliser la rue. Vous avez la force des médias traditionnels, nous avons la force avec les réseaux sociaux. Mes chers compatriotes, large diffusion et partage pour ces messages. Donc, le moment venu, je dis bien, parce que ceux qui ont suivi Emmanuel Macron, il a voilé à peine les deux menaces. La première de menace, c'est ce que je vous disais. Beaucoup de pays africains, beaucoup de citoyens, des ressortissants africains, se verront interdire les droits de voyager si jamais nos dirigeants ne nous vaccinaient pas. C'est une menace qui a été directement adressée à Félix Tshisekedi et à ses amis parce que lui, il parlait au nom de l'Union africaine et de son pays. Donc, le moment venu, tenez-vous prêts. Lorsqu'il sera question notamment d'interdire aux Africains le droit de voyager, nous
nous empêcherons aux expatriés de descendre chez nous. Les expatriés qui vivent chez nous, nous les empêcherons de circuler librement dans les artères de nos capitales et de nos villes. Parce que face à la loi de la force, ça sera la loi du talion. Maintenant, ce n'est plus le grand média qui cachait nos messages. Avec les réseaux sociaux, nous irons sur le terrain, nous allons mobiliser énormément. Parce que d'ailleurs, ils ont reconnu eux-mêmes notre victoire sur cette première étape. Parce que 2 ans après, j'ai voulu faire cette vidéo avec la même tenue pour vous dire que nous avons gagné une bataille. Parce que le président Tshisekedi l'a reconnu, abattu. Le président Macky Sall l'a reconnu avec une nuance et le président Macron l'a reconnu en remobilisant ses troupes, ses grands enfants, que ce n'est pas une fatalité. Donc, vous avez là, mes chers amis, la feuille de route dans les jours à venir. Quelle est la deuxième menace qui a été voilée? Lorsqu'il parle en premier de cas de voyage, il parle de la deuxième menace. Macky Sall l'a souligné à la fin, parce que lui, c'est l'enfant qui veut plaire au maître, qui veut faire voir que nous allons... Et puis il a dit que vous risquerez, l'Afrique risque d'être confrontée à des variants qui seront résistants. Donc, il faut vacciner. On revient sur le variant sud-africain. Le variant, vous avez vu, je vous avais prévenu. Mes chers amis, je ne suis pas devin. Je lis le monde à travers les actes du président. Ils reviennent toujours avec ce qu'ils ont fait hier, sachant que nous n'avons pas la mémoire. Et la première des choses que moi j'ai voulu avoir dans la vie, en termes de patrimoine, c'est la mémoire. Je m'en souviens, je me souviens de tout ce qui est passé face à moi, de tout ce que j'ai vu, j'ai entendu, j'ai pu lire, je m'en souviens toujours. Et Macron voile la deuxième menace en disant « Vous risquerez de vous retrouver avec des variants qui seront têtus ». Et Macky Sall a insisté sur ces points. Donc, 2 menaces. Ou on interdira vos ressortissants, ou il y aura les variants. Je vous ai cité le pays à travers lequel nous avons payé le prix. Vous voyez aujourd'hui en Inde comment l'hécatombe. Quand vous allez en Inde, la population touchée, c'est la population pauvre, toujours cette population noire, la plus touchée, j'allais dire. Quand vous allez à Trinidad-Tobago, c'est la population noire et pauvre, la plus touchée. Quand vous allez en Équateur, c'est la population noire, d'ailleurs d'origine lointaine africaine, la plus touchée. Pourquoi simplement cette pandémie dont nous ne sommes ni responsables, dont nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants, c'est nous qui payons en termes de vies humaines, c'est nous qui payons en termes notamment de finances, c'est nous qui payons toute la facture. Pourquoi cette haine? Pourquoi cet acharnement face à l'Afrique et à l'Africain? Pourquoi cette haine contre nous? Mes chers amis, le professeur Cheikh Anta Diop disait qu'il y a un combat violent qui est mené contre nous, contre le combat mené, qui est plus que tout le combat mené contre toutes les espèces en voie de disparition. Mais l'illustration parfaite de cela est là. Parce qu'on nous menace avec l'interdiction dont j'ai dit que nous allons répondre par la force. On interdit aux citoyens africains les voyages, non pas parce qu'ils sont contaminés, mais parce qu'ils ont refusé de se vacciner. Ça, c'est violer notre droit inaliénable et non négociable de disposer de nous-mêmes et à l'autodétermination. Alors nous allons réagir en conséquence en prenant les tests de l'Organisation des Nations Unies à témoin. Nous rentrerons dans les rues, nous empêcherons les expatriés de circuler. Nous empêcherons notamment aussi, nous allons barricader tous les grands artères partant des aéroports internationaux jusque dans nos centres-villes pour empêcher. Et tout expatrié qui aura un magasin ou je ne sais pas moi une commerce, nous allons trouver des voies et moyens pour les en boycotter tout ce qu'ils auront comme produit. Croyez-moi, ça marchera. Je vous l'ai dit. Parce que nous avons réussi. J'avais mis notre stratégie de combat en commençant par la communication dans les réseaux sociaux. Vous avez vu le fruit. On vient notamment de remporter une victoire parce que l'ennemi l'a reconnu lui-même. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape. Nous continuons avec l'acquis des réseaux sociaux, la communication et la mobilisation sur le terrain. C'est pourquoi je disais, s'il est faux dans les jours à venir, je serai au Sénégal. Parce qu'il y a, comme je vous ai annoncé, le début de révolution présidentielle, d'où j'annoncerai une fois sur la terre de nos ancêtres, avec ces retours qui, je pense que, avec ces révolutions qui aboutiront en fin 2023. Donc, je mènerai ces combats de commencer là jusqu'en fin 2023 et je reviendrai 2 ans, comme je l'ai fait aujourd'hui, 2 ans après, pour vous faire notamment le bilan de ça. Parce que ceux qui ont suivi notre première vidéo et qui l'ont partagée, aujourd'hui, voici les bilans. Cette vidéo, je vous rappelle, j'avais la même tenue avec le panneau de signalisation interdit et une piqûre. Voilà aujourd'hui et l'hashtag que nous avons lancé,
pas de vaccination en Afrique. Le résultat, nous l'avons, ils ont reconnu avoir perdu. La République démocratique du Congo a rétrocédé. D'ailleurs, tout le monde s'en souviendra, en ce moment-là, le Congo Bololo que j'avais lancé est devenu la feuille nationale de la République démocratique du Congo qui a eu un succès fou. Et les feuilles de NEM et les autres feuilles en Côte d'Ivoire, au Sénégal, qui ont suivi dans la même dynamique. C'est cette période-là dont Macky Sall évoque qu'ils n'ont pas pu vacciner, mais après, beaucoup ont lâché. Vous avez baissé les bras, mes chers amis, mes chers compatriotes au Sénégal. C'est pourquoi je disais, en cas de ces retours, je vais modifier, s'il est faux, ma trajectoire pour descendre à Dakar et rentrer maintenant dans les rues. Je passerai dans les rues, dans les avenues, dans les marchés. Je ne suis pas un aventurier des salles pour cantonner des énergies. Moi, je suis un homme de combat, de contact direct. Donc, je marcherai matin, midi, soir dans les rues de Dakar, dans les marchés, avec mes mégaphones, pour mobiliser, pour vous éveiller, pour vous dire les enjeux, si il est faux. Donc, mobilisation continue dans ce sens et nous préparons maintenant la réponse face à la menace voilée du président français d'interdire aux ressortissants africains le voyage si jamais leur président ne le faisait pas vacciner. Nous acceptons une chose en toute responsabilité et conscience pour ne pas être accusés de ceux qui veulent la propagation de cette pandémie ou de ces virus. Nous acceptons qu'il y ait des tests qui soient faits pour tout voyageur. Si il s'est avéré que ces tests-là se révèlent positifs, que les mesures sanitaires acceptables dans le respect, notamment des conventions internationales relatives à la libre circulation des personnes et de biens et de voyages, signées d'ailleurs ratifiées par la plupart des pays, que au nom en respect de ces conventions, que les mesures adéquates soient prises. Et s'il s'est avéré que ces tests-là sont négatifs, que l'on laisse les gens jouir de leur liberté de circulation. Nous veillons. Et deuxièmement, la deuxième menace, de nous envoyer de variants têtus, de variants qui seront résistants et récalcitrants face au vaccin. Ils ont dit ça. Et le président français a à peine voilé cette menace. Donc nous serons confrontés aux variants indiens. Vous êtes en train de... Je vous avais dit un moment, rappelez-vous, au lendemain de la mort du président John Magufuli, je vous avais dit dans les langages de médias occidentaux, on ne parlera plus de Covid tel que on la connaît, on parlera de variants. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous remarquez dans les médias? Variant indien, catastrophe en Inde, variant indien, hécatombe, l'Inde, variant brésilien, variant ceci, variant sud-africain. Le fait de notre capacité d'avoir compris cela et d'avoir agi, anticipé, sans attendre, nous avons vu que les choses sont allées autrement pour l'Afrique. Les variants congolais ont disparu dans le jargon et dans le langage courant, dans le langage de tous les spécialistes et dans le langage des médias occidentaux. Maintenant, c'est les variants indiens qui font tabou. Et on nous a déjà prévenus. Je vous rappelle qu'il y a une information qui circule. 3 citoyens indiens. On a dit que les variants indiens ont été retrouvés en République démocratique du Congo. C'est le pays cible. Je suis en train de revenir sur ces pays parce que c'est là où il y aura des attaques. Notamment, comme je le dis, il y a le mécanisme justement là où il y aura des attaques, il y a le mécanisme de pays qui ont une forte concentration de populations africaines, c'est-à-dire un taux de démographie très élevé. Il y avait 5 pays. Je pense qu'aujourd'hui, on peut ajouter le 6e pays qui est pris... On est en train de nous distraire, mais c'est un pays qui est aussi ouvert à ces dangers-là. Le 6e pays, comme vous le savez, c'est l'Éthiopie, l'un des pays les plus peuplés de l'Afrique. Donc, ce sont des contraintes qui sont exposées, notamment à ça. C'est la raison pour laquelle je ne confirme pas. Mon intelligence a souvent la prétention d'aller très loin, là où peut-être que beaucoup ne pensent pas. Emmanuel Macron avait cité lors de son premier discours, il a prononcé la guerre 6 fois. Or, est-ce que n'est-il pas parce que la France, c'est l'hexagone à 6 côtés, est-ce que n'est-il pas parce qu'il y a 6 pays, comme je viens de le citer, à forte concentration, à taux démographique, c'est la guerre déclarée contre ces États, et à travers ces États, c'est toute l'Afrique. L'avenir nous le dira. Mes chers compatriotes, voilà les enjeux du sommet de Paris. De la dette, j'ai expliqué en détail, en long et en large, les éléments qui vont nous conduire vers ces chaos. J'ai expliqué notamment les enjeux et les dangers de cette politique de vaccination du COVAX, de ces véhicules que nous empêchons, nous, de pouvoir circuler chez nous parce que nous connaissons notamment les dangers à travers ces politiques qui sont mises en place. Voilà, mes chers amis,
ce qu'il en était de l'exposé de ce soir. Alors, je vais brosser à fin, pour terminer, quelques sujets d'information. Je me suis tué depuis un moment sur la plupart des sujets d'information qui concernent l'Afrique parce que j'ai décidé, arrivé à un moment donné, le combat va continuer avec d'autres armes. Le combat va continuer autrement. Les jours à venir, je viendrai devant vous assumer publiquement une révolution déclarée au Tchad, dont ça fait aujourd'hui près de combien de temps? 3 ans, 4 ans depuis mon arrestation au Soudan. Vous vous rappellerez que j'ai été arrêté au Soudan à un moment donné. Beaucoup de sollicitations que j'ai reçues pour prendre la tête en qualité de porte-parole et de leader d'une force armée qui notamment a visé la déstabilisation, les renversements du régime d'Idriss Déby, de la Centrafrique, de Kabila. Après, c'était l'époque où ça s'est déroulé. Ma forte conviction de mener un combat pacifique pour arriver à la victoire avait voulu que je décline cette offre. J'étais au Soudan, j'ai pris des contacts, j'ai discuté avec les grands officiers de ces mouvements armés que vous avez vus agir. Raison pourquoi j'en ai jamais parlé, raison de mon arrestation au Tchad. Je précise ici, je n'ai pris aucun engagement avec eux, mais en tant qu'Africain, j'ai discuté avec ces têtes. J'ai apporté ma contribution. J'ai donné ce qui me semblait être la meilleure stratégie à mener un combat pour l'Afrique au lieu de recourir à la lutte armée. Moi, je suis quelqu'un qui ne se cache pas et qui assume. Parce que j'estime que dans la lutte armée, ce sont les nôtres qui tombent. Parce que le terrain des opérations, c'est notre mère patrie, l'Afrique. Et ôter la vie humaine a toujours été pour moi un pas que je n'ai pas toujours et je n'ai toujours pas la force et le courage de franchir. Peut-être que cela adviendra parce qu'on ne sait jamais. Pour la liberté. Mais je pense que ôter la vie humaine reste pour moi quelque chose pour lequel je pense que jusqu'à ce que je quitterai cette terre des hommes, je ne serai pas capable de le faire. C'est pourquoi, tenant compte de ça, mais tenant aussi compte d'autres impératifs, j'avais décliné cette offre. J'ai décliné notamment aussi l'offre de la Séléka, qui voulait justement que je prenne la tête de ces mouvements en qualité de porte-parole, à un moment donné, parce que c'était à l'époque où j'ai mené des mobilisations contre l'armée française, et que eux, sur le terrain des opérations, battaient à brèche l'armée française. C'est la raison pourquoi vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de répercussions autour de ma personne, mais moi, je n'ai pas pris part dans ça et j'avais décliné l'offre. Il s'en est suivi tous ces mouvements rebelles qui se trouvent en Libye. Vous savez que Muammar Kadhafi, avant sa mort, avait recruté tous les Africains, les originaires de tous les pays, pour former une armée qu'on a appelée l'armée panafricaine. Et cette armée devrait notamment mener la lutte pour la création des États-Unis d'Afrique. Ce sont les militaires venus de partout, parce qu'il y a des Congolais, il y a des Sénégalais, il y a des Maliens. J'ai eu contact avec leurs émissaires à plus d'une fois. D'ailleurs, il y a eu une grande partie qui a décidé de faire ma sécurité au nom de certaines raisons, quand je me déplace dans beaucoup de pays européens, et certains qui sont, si vous voulez, qui nous aident aussi à avoir certaines informations, parce que nous avons des systèmes d'information et d'intelligence peut-être plus performants que la DST et tous les autres, parce qu'ils n'ont plus d'argent. Nous, ce n'est pas avec l'argent que nous avons mis ces systèmes en place. Mes chers amis, j'ai évoqué cette question parce que j'aime toujours prévenir en amont. Je suis quelqu'un de très prudent. Et les informations à ma possession font déjà état d'un certain complot qui a été mis en place et de certaines formes d'accusation. Le président congolais Félix Tshisekedi est venu près de 3 ou 4 fois à Paris. Ce président, je vous disais, a reconnu devant la face du monde l'apport qui était nôtre dans la lutte contre la vaccination. Lorsque un gouvernement subit un échec, trouve des moyens pour arriver à la victoire, utilise tous les moyens à sa possession. C'est un gouvernement. Donc je vous le dis parce que dans les jours à venir, une fois mon retour sur la terre-mère,
quand vous aurez entendu certaines accusations fortuites, sachez que ce sont des accusations formées de toutes pièces. Moi, Zulu Diabanza, j'ai la liberté de rencontrer qui je veux, quand je veux. Mais j'ai toujours le libre choix de décider de ce que je veux et de ce que j'accepte ou je n'accepte pas. Mes amis qui me suivent, d'ailleurs avec qui je discute, savent bien que ces propositions m'ont été faites et j'ai décliné ça. J'ai été dans le théâtre des opérations quand j'étais au Soudan, au Darfour, aux frontières de la République démocratique du Congo vers la Centrafrique. Sûrement, tous les services de renseignement derrière moi ont pris des photos. Donc, quand ils vont brandir ces preuves faisant croire que je participe à des mouvements armés, sachez que c'est un mensonge grossier. C'est un montage de toutes pièces. Parce que selon les informations en ma possession, quand on parle des questions de sécurité, je sais que je suis revenu sur la table des discussions à plus d'une fois quand ces dirigeants-là se sont retrouvés. J'ai dit parfois des choses en avant, mais vous le comprenez souvent quand ça arrive. Deuxième question d'information que j'aimerais évoquer, c'est la situation qui règne maintenant en République du Congo-Brazzaville. Ça fait aujourd'hui près de 3 décennies. 3 décennies que Denis Sassou Nguesso est en train de mener une politique de répression virulente, sans vergogne, de massacrer systématiquement son peuple. Ça fait aujourd'hui 3 décennies que Denis Sassou Nguesso a consacré la supériorité ou la suprématie de l'homme européen sur l'homme africain en faisant toujours de Brazzaville la capitale de la franc-maçonnerie. Jusqu'à point où, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit au Tchad, au Rwanda, quand on veut accéder en République centrafricaine à des hautes fonctions, il faut passer par Denis Sassou Nguesso pour avoir l'aval de ces derniers en tant que grand maître, notamment de la loge centrafricaine, c'est-à-dire au centre de laquelle, c'est comme on appelle les chefs du village. Mais je n'ai vu aucune réponse, j'ai dit, à la taille de l'agression que mène Denis Sassou Nguesso depuis 30 ans. Oui, il y a des amis qui mènent des campagnes de sensibilisation, je peux les appeler ainsi, pour mobiliser contre ces régimes de Denis Sassou Nguesso. Mais justement, j'ai l'impression que les gens ont peur, que Sassou Nguesso veut faire croire aux gens que tout le monde doit se plier face à sa politique meurtrière. Les révolutions des présidents, j'en parlerai non loin de l'Afrique, à l'intérieur de l'Afrique. Et je vais cibler mes actions autour de certains régimes dont j'estime que ce sont des régimes qui ont assez fait pleurer notre peuple. Denis Sassou Nguesso vient de liquider pour le dernier fait en date Guy Parfait Kolela. Tout le monde sait que je ne porte pas des opposants moi dans mon cœur parce que la grosse fumisterie dans laquelle participent ces gens à la limite donne envie parfois de vomir. Mais c'est la vie d'un homme dont il s'agit. Il était avec Sassou, il a pris ses distances. C'est la vie d'un homme dont il s'agit. Et il a volé la vie à cet homme. C'est clair et net. Et il continue en ce moment de mener une politique de terreur. Une politique aujourd'hui qui terrorise à l'intérieur de ses frontières et loin de ses frontières. Le gars était reçu ici en pompe comme si rien n'était. Alors j'interpelle sur cette question parce que de mon retour dans la mère patrie, ça fait partie des priorités. Mes chers amis, je voudrais vous interpeller sur une question en fin d'actualité. Les déclarations provocantes du président rwandais Paul Kagame. Vous êtes tellement, vous, beaucoup des Africains, habitués à la masturbation intellectuelle, que vous étiez ici en train d'applaudir Kagame et je vous voyais partager d'ici et là comme étant un modèle du panafricanisme, un modèle de réussite. La preuve, nous l'avons là. Paul Kagame était ici à Paris. Vous avez vu son comportement face à Macron.
Et j'ai déploré ici, parce que quand Tshisekedi a parlé, Tshisekedi a eu une discussion avec tous les dirigeants africains, en étant le représentant légal des présidents de l'Union africaine. C'est eux qui lui ont dit de dire ces choses-là. Mais quelle était la réponse de Kagame face à cette humiliation? Rien. Tout ce qu'il a choisi de dire, c'est de nier les crimes commis en République démocratique du Congo. Je ne me base pas ici sur les rapports Mamping, bien que je sais que ces rapports-là ont une partie de vérité, parce que c'est le gouvernement américain sous pression de Bill Clinton, ses officines et d'Hillary Clinton, qui a fait asseoir ces rapports. Barack Obama président et, comment vous l'appelez, Joe Biden vice-président. C'est eux qui ont demandé à ce que l'on taise ces rapports, parce que derrière l'aventure du Rwanda, tout le monde sait, c'est le président Bill Clinton. Derrière l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, ce sont les démocrates américains. Et aujourd'hui, Paul Kagame a osé, face à la caméra, dire qu'il n'y a pas eu de massacre en République démocratique du Congo. Moi, je me base ici d'abord sur le propos de Mzee Laurent Désiré Kabila, qu'ils ont d'ailleurs contribué à assassiner. Ces derniers qui étaient avec eux, il y a eu une sagesse en Afrique qui dit, si le crocodile te dit que l'hippopotame est malade, il faut le croire parce que tous deux vivent dans l'eau. Mzee Kabila était avec eux. Et c'est lui qui après a fait étalage de tout ce qui est arrivé en République démocratique du Congo. Paul Kagame, tout le monde le sait. Le génocide rwandais est un gros mensonge fabriqué de toutes pièces par les officines américaines. Lorsque Paul Kagame attaque l'avion du président Juvenal Habyarimana Bonaventure, tout le monde le sait que les généraux canadiens, Raymond Dallaire, les responsables de l'Organisation des Nations Unies au Rwanda, les responsables de l'armée américaine, de l'armée belge, ont dit à Paul Kagame, si nous abattons l'avion du président Juvenal Habyarimana Bonaventure, il y aura une répercussion. Une répercussion qu'il peut y avoir des morts dans tous les deux camps. Paul Kagame avait demandé l'estimation des morts qu'il peut y avoir si on abattait l'avion du président Juvenal Habyarimana Bonaventure. On lui a dit qu'à peu près 800 personnes à 1000 personnes vont mourir. 800, 1000, 2000 personnes. Paul Kagame a accepté qu'on puisse abattre l'avion de Juvenal Habyarimana Bonaventure, sacrifiant 800 ou 1000 Rwandais pour que lui arrive au pouvoir. Les choses se sont déroulées telles qu'elles sont déroulées. Paul Kagame a grossi les chiffres. Paul Kagame a commencé à massacrer les Hutus, en partant d'abord du Rwanda et en exportant le massacre de Hutus en République démocratique du Congo. Je vous parle ici de massacre des Tingi-Tingi. Le massacre des Tingi-Tingi, le 1er mars 1997, dans le centre de réfugiés à Tingi-Tingi. Le force rwandaise, Mzee Laurent Désiré Kabila, a relaté ces faits. Les forces rwandaises sont rentrées, ont massacré les Hutus. Je dis bien ces Hutus-là, ce n'étaient pas des génocidaires. C'était femmes, enfants, jeunes et vieux, fatigués, ayant marché du Rwanda jusqu'en République démocratique du Congo, parce que là, ils s'éloignaient de l'Est. Ils allaient vers Luboto, ils allaient vers s'éloignant des frontières rwandaises. Ils rentraient vers le Congo. Parce que la suite, ceux qui ont fui sont allés vers Kisangani, ils sont allés vers l'Équateur, que Paul Kagame a suivi à travers la forêt pour massacrer tout au long, parmi les militaires rwandais qui accompagnaient l'AFDL qui était justement l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo menée par Laurent Désiré Kabila. Il arrive dans le camp des réfugiés. Paul Kagame va éradiquer tous les réfugiés Hutus qui ont fui en République démocratique du Congo. Mais vous n'êtes pas des enfants, mes chers amis, à vous à qui je parlais, et tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Vous savez bien qu'après le massacre d'un camp de réfugiés, on va exterminer le voisinage pour faire taire tous les yeux
qui ont vu et toutes les oreilles qui ont entendu, ou tous les nez qui ont senti l'odeur de cadavre. C'est alors que Paul Kagame va passer à la deuxième étape, massacrant des populations envoisinant le camp de réfugiés, population cette fois-ci congolaise, qu'il va massacrer. Double massacre et génocide. Génocide parce que c'était spécifique d'abord, il fallait exterminer les Hutus, une catégorie de population bien définie. Il les a massacrés. Chose curieuse, il y a eu une grande partie de réfugiés qui, ayant écho de ceux qui tramaient aux alentours, ont pris la fuite. Ils étaient dans la voie en train de marcher vers le pont, vers la rivière, vers laquelle ils se dirigeaient pour aller traverser la rivière et passer de l'autre côté de la province. Paul Kagame, les militaires rwandais ont tiré à bout portant sur des populations, femmes et enfants, dans les rues, jusque vers le pont. Ceux qui ont réussi déjà à échapper les camps de réfugiés, mes chers frères et sœurs. Ça s'est passé en République démocratique du Congo. Et tout au long de ces massacres, toutes les populations voisines étaient massacrées, tuées. Beaucoup de gens savent que moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Je ne parle pas en termes de nationalité ou de ceci. Je parle ici en termes de faits. Parce que tout le monde sait que je ne partage pas, moi je ne porte pas Denis Mukwege dans mon cœur. Je l'ai dit à tous ceux qui ont voulu m'entendre que c'est un corrompu. Parce que ceux qui lui ont donné comment vous appelez ça? Le titre de prix Nobel de la paix, c'est qui? Qui donne le titre de prix Nobel de la paix? C'est la fondation d'abord Nobel. Quand vous avez le prix Nobel de la paix, vous avez 800 000 euros, 1 million d'euros. Dans son cas, ils ont eu 800 000 ou 700 000 parce qu'ils ont partagé ça avec quelqu'un. On les a rajoutés un peu et on les a donné 800 000 ou 700 000. D'où vient l'argent qu'on donne aux gens qui reçoivent ou qui perçoivent le prix Nobel de la paix? D'abord, commençons. Qui font ce qu'on appelle la nomination? Des candidats qui sont prédisposés à avoir ça. C'est le Parlement norvégien. Qui vote les parlements norvégiens, les députés norvégiens? Ce sont les Norvégiens et les Norvégiennes. Raison pourquoi quand Denis Mukwege part en Norvège, on voit beaucoup de femmes norvégiennes sortir avec des bougies. Un bon commerçant entretient bien sa marchandise. Ça, c'est une logique connue par tous les commerçants. Le commerçant entretient sa marchandise. C'est-à-dire, les citoyennes norvégiennes, eux, qui ont voté les députés norvégiens, qui font la liste de ceux qui sont nominés comme candidats au prix Nobel de la paix, ont été votés par ces citoyens de leur peuple. Donc ces citoyens sont en train d'entretenir leurs marchandises. Une fois nominés, après vous avez 800 000 euros. Après ces 800 000 euros, 1 million d'euros, donc dans leur cas ils avaient 800 000 parce qu'ils ont partagé ça à deux. Après ces 800 000 euros, j'allais poser la question, d'où vient cet argent? L'argent vient de la Fondation Nobel. Alors, où est-ce que la Fondation Nobel trouve l'argent pour donner aux gens de 1 million? Tout le monde sait, c'est public. 80% des recettes de la Fondation Nobel proviennent de le marché des armes, la vente des armes. Je précise, la Fondation Nobel qui donne aux gens le prix Nobel de la paix a comme source de financement à 80% la vente des armes. Je monte plus haut. De quelles armes s'agit-il? Les armes nucléaires. Les têtes nucléaires, les missiles nucléaires, les chars de combat, les avions supersoniques, c'est ça. Or, quand on parle des nucléaires, on voit quoi? Le Niger et la République démocratique du Congo. Comment Denis Mukwege peut-il aller serrer la main et prendre de l'argent sale de gens qui sont en train de massacrer son peuple et ne pas avoir le cran de dénoncer ces gens-là? D'ailleurs, il demande à ce que ce soit l'Organisation des Nations Unies, les militaires de la MONUC qui sont en train de violer aux côtés des militaires rwandais, de tuer, de massacrer et de piller les richesses minières de la République démocratique du Congo, de faire sa sécurité, au lieu de demander à ce que sa sécurité soit faite par le ministère de l'Intérieur de son pays. Regardez l'humiliation du noir, l'incapacité d'avoir une dignité, une fierté de soi-même. Les ministères de l'Intérieur de ton pays, tu dis niet, tu demandes à l'Organisation des Nations Unies d'assurer ta sécurité. N'est-ce pas
en présence de la mission de l'Organisation des Nations Unies que Patrice Lumumba a trouvé la mort? N'est-ce pas sous présence de l'Organisation des Nations Unies, la MONUSI en Côte d'Ivoire, que les enfants ivoiriens sont morts, hein? Que les femmes et les enfants tirés à balles réelles devant l'hôtel Ivoire? N'est-ce pas sous la présence de la MONUSI? N'est-ce pas en présence de la MONUSI, de la mission des Nations Unies au Libéria, que les enfants libériens sont-ils morts pendant la guerre terrible qui a frappé ces pays? N'est-ce pas en présence des forces des Nations Unies, la MINUSMA, que les enfants rwandais sont-ils morts avec ces plans macabres mis en place par les gouvernements des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne et les responsables de l'Organisation des Nations Unies du bloc anglo-saxon, c'est-à-dire belges arrimés aux États-Unis et les Canadiens, les colonels canadiens qui étaient là? N'est-ce pas, hein? Les drapeaux des Nations Unies ont servi de linceul pour le cadavre de Patrice Emery Lumumba. N'est-ce pas? Et Denis Mukwege, en tendant la main aux criminels du Congo, il est corrompu. Moi, Ouazulu, je ne fais pas le choix entre la peste et le sida. Si Kagame est pour moi la peste, Denis Mukwege est le sida. Au détriment de son travail remarquable qu'il peut faire en tant que médecin, cette fois-ci je précise, de réparer les femmes, de réparer physiquement les femmes et peut-être moralement par des conseils des femmes qui sont violées, ce qui est à mettre à son crédit. Mais d'autre part, il s'est fait corrompre avec le prix Nobel de la paix parce que je vous ai expliqué l'acheminement. Moi, quand je discute, si tu veux contredire, viens avec tes arguments et ton intelligence. Que ce sont les peuples norvégiens qui votent les députés norvégiens. Les députés norvégiens vont nominer les candidats et ils vont voter. Donc, quand Denis Mukwege est allé là-bas, toutes les femmes blanches là qu'on a vues, c'est les femmes norvégiennes qui ont voté les députés qui l'ont choisi. Donc, c'est l'entretien de la démocratie, de leurs marchandises et de leur prix. C'est ça que ça signifie. Parce que si je pose la question, durant ces combats ô combien terribles menés par Mohandas Gandhi, pour la paix. Pourquoi Mohandas Gandhi? Je ne dis pas avoir eu le prix Nobel de la paix, mais il n'a jamais été nominé. 5 ans successifs, beaucoup ont demandé à ce que Gandhi soit nominé. La Grande-Bretagne a pesé de son poids, interdisant à la Suède de nominer, je dis bien de nominer, non pas de donner, de décerner le prix, mais de nominer Mohandas Gandhi parmi les prétendants au prix du prix Nobel de la paix. Jamais Mohandas Gandhi n'a été nominé. Pendant 5 années successives, la Grande-Bretagne a refusé parce que Gandhi menaçait les intérêts britanniques. Voilà ces mécanismes-là. Autant Paul Kagame, autant Denis Mukwege. Je pense qu'on peut apprendre et avoir une dimension, une maturité. Ce n'est pas un prix décerné par un occidentaux qui nous font truc. Vous l'avez eu, pas de problème. Ce n'est pas ça qui m'importe. Je parle maintenant du processus qu'il y a derrière ces mécanismes-là. Donc, c'est cette question d'actualité que j'aimerais mettre en exergue pour que les Africains comprennent que Paul Kagame est un criminel. Lorsque j'étais en 2001 au Bénin, j'ai eu à rencontrer un des conseillers, je tais le nom, de l'ex-président Nicéphore Soglo, lequel me disait: nous n'avons jamais vu un pays scandaleusement riche comme la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, quand on viendra nous chercher, nous aussi, on ira prendre notre part. Je voudrais dire par là, beaucoup de militaires africains qui viennent en République démocratique du Congo derrière la casquette des Nations Unies, c'est pour commettre des crimes sur le sol congolais. C'est pour voler parce que les gouvernements européens et occidentaux sont au Congo pour voler. Et, comme on le sait, ils partagent avec les autres Africains et surtout les pays voisins pour qu'ils se taisent. Ici, je fais la différence entre le peuple africain et les gouvernements de ces criminels que j'attaque, y compris les gouvernements congolais, qui n'est pas à mettre, à exempter tous ces grands enfants qui agissent de la même manière. Je mets tout le monde sur la même longueur d'onde. Voilà, mes chers amis, comment je conçois cette situation qui se passe maintenant en Afrique. Comment je conçois la perception que j'ai moi pour les années à venir de notre mère patrie l'Afrique, c'est les révolutions présidentielles. Et une fois au Congo, en Afrique,
je donnerai les détails de cela. Mais je vous ai interpellé sur 2 régimes, ou 3. Je citais le régime de Denis Sassou Nguesso. Je citais le régime de Paul Kagame. Je vais agir autrement. Mais avant d'agir, je vous ai parlé d'une information que vous n'avez pas lorsque j'ai été arrêté au Soudan. Je vous ai dit à plus d'une fois, moi je ne sors plus comme ça quand je sors dans des aéroports européens. On m'arrête tout le temps. Tous ceux qui m'accompagnent le savent. Et à chaque fois qu'on m'arrête, les questions qui me sont posées, les informations sont transmises et on me suit même quand je suis là-bas. Et parmi ces informations à Bruxelles, j'ai découvert beaucoup de choses. Une dame comme ça, policière, je ne sais pas qu'est-ce qui l'avait poussée en me disant toutes ces informations qu'elle m'a données. Donc, là où j'ai été suivi, il y a des éléments pour faire croire aux esprits faibles. C'est comme si on prenait une photo d'une sœur avec qui je discute ou qu'on s'est vu parce que j'ai voulu la voir ou qu'elle a voulu me voir. On prend la photo, on va montrer à ta femme ou aux gens, voilà, moi Zoulou fait ceci avec cette sœur, vous avez vu d'ailleurs, ils se sont retrouvés telle place. Comme les gens ont l'imbécilité de mettre dans leur tête à chaque fois que vous rencontrez une sœur ou un frère, c'est pour écarter les gens. Donc c'est un réflexe que les gens ont. Alors quand on prendra les esprits faibles pour leur montrer des images disant que regardez-moi Zoulou avec la rébellion, j'aimerais que les gens comprennent cela. Moi j'assume tout ce que je fais, je ne me cache pas. Si je prends la tête d'un mouvement tel que ça m'a été proposé, d'ailleurs ça m'a été proposé en tant que porte-parole, vous aurez vu, j'aurais déjà commencé à parler pour ces mouvements et à convaincre les Africains pour soutenir ces mouvements, afin de renverser les régimes qui pour nous semblaient être des régimes qu'il fallait abattre. Mais comme ma conviction la plus profonde reste intacte par la non-violence et par le refus catégorique d'ôter la vie humaine, j'ai opté pour ces positions. J'ai opté pour cette approche. J'ai décidé de mener un combat, non pas pour faire payer aux autres le prix de ma lutte ou de ma victoire, mais le payer moi-même. Je suis en train de le payer à différents degrés, à différentes formes. Et s'il faut continuer à payer, je le payerai. Parce que je ne me déroberai pas. Je mène un combat et ces combats, je les mène dans ce sens. Donc, il y a des informations selon nos services de renseignement qui me sont parvenues, qui font état de certaines conversations entre différents dirigeants quand ils ont parlé de la sécurité et quand ils ont parlé de la question notamment de ceux qui prennent la parole dans ce sens-là. Et surtout, je voudrais revendiquer là ma part des participations qui est non négligeable dans la réussite et dans cette victoire pour l'échec de Vatsa. Et nous allons continuer dans ce sens. Et mes chers amis, vous qui me soutenez, vous qui êtes toujours là, vous qui partagez, faites un effort aussi de continuer de faire votre travail parce qu'il y aura la communication qui continue et il y aura bien évidemment la mobilisation sur le terrain qui va être pérennisée dans le cadre que je vous ai expliqué par rapport aux menaces voilées dont le président français a fait état, menaçant notamment les dirigeants africains de ce qui en sera les conséquences au cas où nos populations ne seraient guère vaccinées. Unité, dignité, courage. Je voudrais terminer par exprimer mon profond regret de constater que les dirigeants africains sont venus demander de l'argent à FMI et à la Banque mondiale, alors que les gouvernements européens ont nos millions et nos milliards à travers les expositions de nos œuvres d'art dans leurs musées. Il aurait fallu juste d'appuyer les revendications portées par moi, Zoulou et l'UDC, et le FMAS, les Fonds multiculturels anti-spoliation, d'où nous portons la revendication de la restitution de notre patrimoine. Et ces millions qui ont été amassés tout au long de l'exposition, de trafic illicite, des commerces illicites de nos œuvres d'art, et de tous ces milliards qui reposent dans leurs banques pour avoir exposé ou prêté à des expositions nos œuvres d'art, au lieu d'aller demander de l'argent qui après se transformeront à des dettes avec les taux d'intérêt comme j'ai expliqué et les délais butoirs qui sont donnés pour le remboursement. Voilà encore la folie de ces grands enfants que vous appelez vos dirigeants qui continuent notamment de frapper et d'empêcher le développement de notre mère patrie l'Afrique dans ces rendez-vous tant attendus où le monde attend l'Afrique. Mes chers amis, fraternelles et patriotiques salutations au nom de toutes les nations de l'Afrique Guinée. Portez-vous bien et
Prenez soin de vous. N'oubliez toujours pas le rendez-vous. C'est le technicien qui nous pose problème, mais nous avons fini le travail pour notamment le calendrier astronomique. Le président Thomas Sankara qui avait créé le centre de formation et de recherche de Noir, qui disait qu'à travers les œuvres d'art qui sont les nôtres, nous pouvons explorer notamment l'espace, nous pouvons faire des recherches astronomiques, des recherches justement comme toutes les cultures l'ont fait avec les développements de fusées et autres. Je pense que là où il est quand même fier de nous autres si les grands enfants ne sont pas capables de faire la fierté de notre peuple. Nous continuons tant bien que mal avec nos petits moyens et nos capacités. Et n'oubliez pas, partagez ceci et tenez-vous prêts pour le calendrier qui sortira. Nous avons fini, c'est un technicien, notre technicien qui est absent. Mais s'il y a un frère ou une sœur qui dispose d'un logiciel, parce qu'il travaille souvent avec un Mac, d'un logiciel performant dans ce sens, je peux demander à ce que la maquette le soit transférée. Comme ça, je viendrai avec lui travailler pour mettre en place ces calendriers afin de gagner du temps. Unité, dignité, courage. Nous continuons le combat et l'heure de l'action est arrivée pour la question du patrimoine culturel africain. Aussi longtemps que les musées seront ouverts, aussi longtemps que la dignité africaine sera bafouée, aussi longtemps que les œuvres africaines seront exposées, moi Zoulou sera en action. Aussi longtemps que je suis encore sur le terre de l'Europe, moi Zoulou sera en action. Raison pourquoi moi, Ouazulu, je suis prêt à payer certains prix. Mais peut-être, l'équipe, vous avez remarqué, je rôde tout le temps mes camarades, ceux qui sont allés avec moi à Paris, en Hollande, à Bruxelles. Je change tout le temps parce que moi, je peux avoir 1500 procès, c'est pas mon problème. Je peux avoir 50 emprisonnements, c'est pas mon problème parce qu'il n'y a rien qui ne peut me faire reculer de ces combats. Rien. Rien. On peut tout faire, c'est pas un problème pour moi. Donc, parmi nos sœurs et nos frères, s'il y a encore de plus déterminés et qui veulent, je vous ai loupé beaucoup, vous m'avez écrit à Bruxelles beaucoup de sœurs et de frères pour m'accompagner prochainement dans les futures actions. Donc j'ai perdu plusieurs fois des numéros, j'ai perdu plusieurs fois des portables. Donc l'heure de l'action est arrivée. Du moment où ils vont ouvrir, nous commençons. Tous ceux qui sont dans différents pays européens, préparez-vous. Dans les jours à venir, l'action sur le terrain répare. Unité, dignité, courage. Ma dignité n'a pas de prix. Beaucoup en parlaient, mais cet homme a agi. Moi, je le dis à Banza Adi, ne demandez pas la permission, mon voleur.